viens ici, on vient de recevoir le catalogue de Noël d'Éric Saint-Cyr de Catalogue Québec, tu sais, le catalogue des années 80, là. Oh my god, ça me rappelle tellement de souvenirs, là, plein d'affaires que je voulais pis que, genre, on a eu, là, comme les gems. J'en voulais tellement des gems, là. Audrey. Ah, c'est vrai, on en a une. Ah, mon Dieu, qu'il y avait plein de choses, là, pis... Ah, les Popples! Tu te souviens-tu des Popples? Ça aussi, là, j'en voulais, c'était cool, les Popples! Les petits toutous, là! T'en as jamais eu? Ben, non! Non, j'ai jamais eu ça, mais ma mère, en tout cas, là, elle voulait pas m'en acheter. Ah! C'est vrai! On en a un aussi! Hey, les G.I. Joe. Hey, c'est fou. C'est fou, les souvenirs. Moi, là, s'il y en a un jouet que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai jamais eu quand j'étais jeune, là, c'était le Pac-Man, mais en style mini-arcade. Ça a sorti au début des années 80. J'ai toujours voulu avoir ça. Patrick. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'on a parti notre collection aussi, hein. C'est pour se racheter ce qu'on n'a pas eu quand on était petit. Comme on dit, c'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a pas le droit d'être petit. Salutations, la Playback Gang. Ici Pat. Et Audrey. Bienvenue à Playback 80, diffuseur officiel des souvenirs des années 80. Alors, si vous êtes de la génération X ou si vous êtes amateur de cette décennie magique, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que même si vous êtes abonné à notre chaîne, vous pouvez passer à côté de nos nouveautés. Alors, YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Donc, cliquez sur la petite cloche. Et en dernier, faites-nous un petit like, écrasez le petit like là. 3 petits clics, bien simple, bien facile, qui coûtent absolument rien, mais c'est très 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 important pour nous en tant que YouTuber. Alors, on a une vidéo vraiment le fun à vous présenter pour la seconde fois à Playback 80. On vous parle des jouets des années 80. On vous a préparé une sorte de palmarès des meilleurs vendeurs ou des jouets les plus populaires à chaque année de la décennie. Avant de poursuivre avec la vidéo, si jamais vous n'avez pas vu notre top 10 des jouets les plus bizarres des années 80, je vous invite à cliquer ici, là, dans le lien, juste en haut, là, ou le lien qui se retrouve dans le descriptif. Je vous le dis, vous allez pas le regretter. Pour vrai, là, les années 80, c'était l'époque mémorable au niveau des jouets. Personnellement, moi, je suis né dans les années 70. C'était déjà très, très cool dans les années 70. Je pense que la folie des jouets puis des cartoons, ça a vraiment commencé dans cette décennie-là. Mais dans les années 80, là, c'est devenu vraiment là, à un autre niveau, là, complètement next level. Ce n'est peut-être pas une coïncidence puisque dans les années 80, notre beau système capitaliste avait compris qu'une toute nouvelle et très jeune clientèle de consommateurs pouvait être extrêmement rentable. Dans les années 80, il n'y avait aucune restriction qui limitait la quantité de publicité visée aux enfants. Alors les samedis matins et pendant toute la période des fêtes, c'était bar open sur toutes les stations de télé. Des heures et des heures de dessins animés, d'émissions pour enfants, ainsi que des publicités de jouets et produits dérivés. Donc, les compagnies et fabricants de jouets avaient carte blanche pour sortir autant de jouets et de dessins animés possibles. Et on assiste à une explosion de la culture pop avec une augmentation de plus de 300% des personnages populaires sous licence. Durant les années 80, là, il y avait toujours un jouet épique à chaque année qui sortait et que tous les jeunes voulaient. C'est sûr que des jouets épiques ou mémorables dans les années 80, il y en avait comme c'est pas possible, mais nous, il fallait qu'on fasse un choix. Donc, on s'est basé vraiment sur leur date de sortie, sur leur popularité et leur vente. Donc, s'il y a des jouets qu'on n'a pas pu mettre, c'est pas parce qu'on les a oubliés, au contraire. Mais si il y a des jouets qui vous viennent en tête, qui vous ont marqué, que vous vous rappelez, faites-nous en part dans la section commentaires. Gênez-vous pas, on adore ça vous lire. Puis de toute façon, nous, c'est sûr qu'on s'en garde pour un futur épisode. Peu importe si vous avez grandi dans les années 80, si vous êtes né à quelque part entre 80 et 89, je vous le dis,
vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître les jouets, puis vous allez triper. On commence ça maintenant. 1989, le Game Boy. Le Game Boy était roi en 1989, sorti tout d'abord au Japon en avril 1989, puis en Amérique du Nord en juillet. Les jeux vidéo ont repris leur essor principalement grâce au NES, mais le Game Boy a vraiment fait sensation. Cela peut sembler un peu drôle maintenant, mais le fait de pouvoir emporter tes jeux vidéo partout avec toi, ça c'était un concept absolument époustouflant à l'époque. Le Game Boy, avec sa puissance de 8 bits, vous donnait l'impression d'avoir un NES portable. C'était en noir et blanc, mais c'était pas grave. Et sans oublier le succès monumental de l'un des jeux forts, Tetris, car il s'agit de l'un des jeux les plus populaires et les plus addictifs de tous les temps. Lorsque Game Boy est sorti en Amérique du Nord, il s'est vendu à 40 000 unités le premier jour et 118 millions à la fin de 1989. Il était le jouet le plus en demande à Noël et de l'année 1989. Et oui, le Game Boy! J'ai eu tout plein de chums qui avaient un Game Boy. Moi, j'en avais pas parce que j'étais pas un gamer, pas en tout. J'étais pas bon là-dedans. Mais, moi, j'ai trippé sur Tetris. Et là, maintenant, j'ai Tetris avec un Game Boy, fait que je pense que je vais jouer. Puis on va dire merci à ma tante. Dans le fond, là, moi quand j'étais jeune, Game Boy, ça me disait absolument rien. Puis ma tante qui voyageait beaucoup s'en achetait un pour passer le temps dans l'avion. Quand j'ai eu ça dans les mains, ben j'ai trippé. Puis dernièrement, elle faisait le ménage de ses trucs. Elle a passé à mon fils, mais mon fils il a fait arc, c'est plate. Puis moi puis Pat, on a fait oh oh, allô. Collectionneur. On le veut. 1988, le Super Nintendo et Mario Bros. Le Nintendo est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps et a revitalisé l'industrie après le crash d'Atari en 1983. Avec plus de 61,9 millions de ventes, on peut affirmer que le Nintendo a effacé la concurrence dans les années 80. Et qui aurait cru qu'un petit plombier et son frère pouvaient jeter les bases de ce qui est aujourd'hui une industrie valant plus de 100 milliards de dollars? À la fin des années 80, un tiers de tous les foyers américains en possédaient un. Et oui, le Nintendo, tout le monde avait ça, sauf moi. Parce que moi, dans le fond, comme j'ai dit, j'étais pas gamer du tout. J'ai eu un Atari, quand Atari est sorti. J'ai eu ça jusqu'en 1985. Comme j'ai dit, j'étais pas très bon, puis j'étais très mauvais perdant. Fait que j'ai pas eu de Nintendo, mais mon voisin, mon meilleur ami, en avait un. Fait qu'on était toujours là, en train de jouer chez eux. Fait que j'ai quand même joué beaucoup à Mario Bros. Moi, chez nous, on était team Sega. J'ai jamais eu Nintendo. J'ai jamais trippé Nintendo. Mais quand j'allais chez mes cousins, chez mes cousines, ben, tout le monde en avait un. On jouait à Mario Bros. Puis on aimait ça, mais mon cœur était à Sega. 1987 et le Jenga. Avec plus de 80 millions de jeux Jenga et 4,3 milliards de blocs vendus dans le monde entier. Il a été créé en Angleterre par une femme nommée Leslie Scott, et Scott a grandi en Angleterre et en Afrique de l'Est. Jenga. Et c'était un jeu que sa famille avait créé dans les années 70. Ils vivaient près d'une scierie, ils ont acheté des blocs et ont créé un jeu d'empilage qu'ils ont trouvé amusant et très addictif. Le nom Jenga est un dérivé du nom swahili Kojenga, qui signifie construire. Le premier lancement commercial de Jenga aurait lieu au Canada en 1985 par la compagnie Irwin. Et en 1987, Irwin concéda Jenga sous licence à Hasbro et c'est là que Jenga a vraiment décollé avec une publicité très populaire et mémorable. You take a block from the bottom and you put it on top. You take a block from the middle and you put it on top. Jenga, Jenga. You take a block from the bottom, then you put it on top. You take a block from the middle, then you put it on top. Jenga, Jenga. Jenga. Moi, j'étais pas très stratégique là, dans les jeux de société. Je pense que le seul jeu stratégique que j'ai eu, c'est les petits singes. Là. Tu sais qu'il fallait ramasser les queues. Ça, c'était le fun. Là. Ouais. C'était vraiment le fun. Jenga, j'en ai pas eu. J'ai joué avec ça à quelques reprises. Oui, moi, j'aimais ça. C'était le fun. Mais on est poche, hein? Ouais. Je veux dire, à date, j'ai eu aucun de ces jouets. 1986, Teddy Ruxpin. Vous vous souvenez de Teddy Ruxpin? Sûrement, puisqu'il a dominé le milieu des années 80. Teddy Ruxpin, l'ours qui parle, a été conçu par Ken Force, un ancien employé de Disney qui s'est inspiré des personnages animatroniques que l'on retrouvait à Disneyland comme les Country Bears, Jamboree entre autres. Ce jouet produit par la compagnie World of Wonder était un ourson qui bougeait ses yeux et sa bouche, tout en racontant des histoires jouées sur un lecteur de cassette audio intégré à l'arrière du personnage.
De septembre à fin 1985, Teddy Ruxpin a rapporté 93 millions de dollars. Converti pour aujourd'hui, cela représente environ 220 millions de dollars. Au sommet de sa popularité, Teddy Ruxpin est devenu le jouet le plus vendu entre 1985 et 1986. Teddy Ruxpin, écoute, j'étais rendu vraiment un peu trop vieux pour Teddy Ruxpin. Ah, il parle en même temps que moi. Ouais. Par contre, le pire, c'est que je le trouvais vraiment cute, là. Je pense que j'avais comme 11 ans quand il est venu populaire, puis j'en voulais presque un, je pense. Ben, c'est vrai qu'il est cute, là, mais il fait peur en même temps, là. Tu trouves pas? Ben, tu sais, la poupée qui parle, pis tu sais, c'est comme typique d'un film d'horreur, là. Moi, je tripais pas, là. J'en voulais pas, mettons, dans ma chambre de ça, là. Ben, l'année passée, on vous avait présenté Corky, qui est un peu le même principe. Je pense qu'Audrey, elle aime pas les poupées qui parlent. Ouais, mais c'est ça quand t'as un cousin plus vieux qui t'a gardé quand t'étais jeune, qui t'a fait peur avec ces genres de petites bébites-là, là. Je vais manger ton âme, je vais manger ton âme, je vais manger ton âme, je vais manger ton âme. Ben, il est trop cute. Lui, je l'aime, en tout cas. 1985, les Care Bears ou les Calinours. Qui ne se souvient pas de ces ours multicolores? Avant d'être une ligne de peluche, les Care Bears figuraient originalement sur les cartes de vœux de la compagnie American Greetings. On les appelait les Calinours au Québec et les Bisounours en France. Ils ont eu droit à leur propre série télévisée, 3 longs métrages et ils ont même été dans les défilés de Thanksgiving de Macy's à New York. Plus de 40 millions de Calinours ont été vendus entre 1983 et 87. Ces jouets des années 80 ont dominé la décennie. Les ours ont fait de nombreux retours et je suis contente de dire qu'ils sont actuellement sortis de leur hibernation et de nouveau stockés sur les étagères des magasins de jouets. Les Calinours, non mais tu sais, ça le dit, c'est des Calinours, t'as juste envie de les serrer, il y a rien de négatif à dire, ces Calinours. Toutes les petites filles des années 80 en ont voulu, sont cute, ils donnent de l'amour, les petits bonhommes, tout était positif dans les Calinours. Regardez-les, c'est comme génial un Calinours. C'était pas mon trip. C'était vraiment, on va se le dire, là, c'était vraiment plus les filles qui tripaient là-dessus. Ouais. Je les trouvais cute aussi. Mais quand ça c'est devenu très populaire, il y avait les He-Man, puis moi j'étais Team He-Man. 1984, les Transformers. La première génération de ces jouets comprenait 18 Autobots et 10 Decepticons, qui se transformaient en voitures ou en semi-remorques. Il ne s'agissait pas seulement de robots transformateurs, mais d'un univers complet avec des personnages et une histoire. Hasbro avait même fait appel à Marvel Comics pour créer leur histoire d'origine. Ces jouets étaient si populaires qu'une série de télé animée est lancée en septembre 1984, ainsi qu'un film animé en 1986. Désormais, les Transformers sont plus populaires que jamais grâce à 7 films à succès qui ont remporté près de 5 milliards de dollars au box-office mondial. Les Transformers, je connais pas un gars des années 80 qui était jeune, qui a pas eu un Transformer. Tu sais, non, mais toi, t'étais plus vieux dans les années 80. Tu sais, les Transformers, là, je voyais mon frère, je voyais ça qui faisait le... Je sais pas comment le faire, là, mais tu sais, quand il se transformait, puis ben j'allais le rejoindre, puis jouer avec, c'était le fun, c'était comme un 2 en 1, le petit bonhomme qui se transforme en auto, tu sais, je comprends le trip des Transformers. Ben, c'est pas que j'étais trop vieux, parce que dans le fond, jouer avec les maîtres de l'univers, je pense que c'est une question de... Tu sais, je veux dire, t'as toujours des choix à faire là, quand t'es jeune dans le catalogue. Là. Les Transformers m'attiraient beaucoup, j'aurais aimé ça d'en avoir, je n'en ai jamais eu. J'ai pas parti de collection là-dedans, fait que c'est un peu ça dans le fond. Comme les G.I. Joe, j'ai pas embarqué là-dedans, j'ai embarqué plus dans d'autres trucs comme les Dukes of Hazzard ou d'autres affaires. Là. Il y en avait tout, anyway. 1983, les Cabbage Patch Kids. Mieux connus au Québec sous le nom des poupées Boutchou, les Cabbage Patch Kids étaient le jouet incontournable des Noëls des années 80. Peut-être même de tous les temps grâce à un coup ingénieux de marketing. Une mise en scène jamais vue dans l'industrie du jouet. Cette simple poupée qui a déclenché une véritable frénésie pour les jouets, ainsi que l'existence des événements comme le Black Friday. Les gens se sont littéralement brisé les os du corps pour obtenir ce jouet en 1983. L'histoire des Cabbage Patch Kids a commencé avec une simple poupée de tissu créée par Martha Nelson Thomas. La poupée a ensuite été élaborée ou même volée par Xavier Roberts, qui en a fait la version que nous connaissons tous. Il vend son design à Coleco en 1983 et à la fin de cette même année, il se vendra plus de 30 millions de poupées.
Une poupée à l'apparence très particulière que vous pouvez adopter et choisir son nom de manière officielle en remplissant un formulaire que vous faites parvenir par courrier postal à l'hôpital général de Babyland aux États-Unis. Ensuite, vous recevrez toujours par la poste un certificat de naissance authentifié par l'hôpital. Une petite touche unique qui rendait les enfants et les collectionneurs complètement fous des Cabbage Patch Kids. Les poupées bout de chou sont arrivées sur le marché à l'automne 1983, juste à temps pour Noël. Mais l'offre est vite devenue insuffisante pour répondre à la demande insatiable des consommateurs. La ferveur de ces bébés a atteint son comble avec les émeutes de novembre 1983. Les quantités limitées provoquaient la panique générale chez les parents, ainsi que des blessures corporelles et des dégâts considérables dans les commerces. Pendant les Noëls de 1983 et 1984, les poupées qui se vendaient en moyenne à 30 $ pouvaient facilement coûter 2000 $ sur le marché noir. Bien que la licence de fabrication et de vente de poupées bout de chou ait changé de main au fil des années, la poupée a globalement généré plus de 6 milliards de dollars à ce jour. La poupée bout de chou. Moi, je me souviens de Noël où moi, mon frère puis mon cousin, on avait reçu chacun notre poupée bout de chou. Moi, la fille, mon frère, mon cousin, le gars. Puis, on avait eu le certificat de naissance. Vous souvenez-vous comment c'était important? Puis aussi, ce qui est important, là, c'était ça ici. La petite signature sa fesse qui faisait que c'était une vraie, authentique poupée bout de chou. C'est la signature de Xavier, dans le fond. Je tripais ma vie. J'avais eu la bout de chou avec le carrosse puis le petit berceau. Là. Ça, là, ça a été un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai reçu. Moi, je trouvais ça absolument ridicule, cette folie-là, quand j'avais vu les reportages à la télé des gens qui s'entretuaient pour ça. Puis moi, j'étais de ceux qui disaient « Pourquoi elles sont tellement laides, tu sais? » Mais toi, tu disais qu'à Joliette, il y avait une place. À Joliette, là, il y avait une place, là, ça s'appelait le People. C'était un magasin. C'était pas juste à Joliette, le People, c'était sûrement, une chaîne. c'était une chaîne, là, mais tu sais, dans mon souvenir de petite fille, là, c'était le magasin. Parfait, c'était mieux que Toys R Us. On descendait dans le sol, c'était que des jouets et il y avait des rangées, une rangée en fait, là, de poupées bout de chou où tout ce qui existe de bout de chou était là. La maison, les vêtements, le carrosse. Ah, je disais qu'il y avait des bouts de chou de toutes les couleurs. Les bouts de chou, tu sais, il y en avait des noirs, il y en avait je pense qu'il y en avait des rousses. Des rousses, il y avait des gars, je pense même qu'il y en avait des chinoises. Il me semble qu'il y avait de toutes les races, non, j'hallucine. Bref, ce magasin-là, c'était le rêve pour une petite fille à Joliette ou peu importe où vous étiez. C'est vrai que le People's, moi aussi, je tripais aller là. C'était écœurant. 1982, My Little Pony ou Ma Petite Pouliche. Les pouliches ont galopé dans le cœur de toutes les petites filles en 1982. Lancées par Hasbro, ces mini-poneys avaient de magnifiques cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel qui ne demandaient qu'à être peignés et tressés. Elles avaient tous un symbole unique sur leur flanc nommé Marque de beauté. 2 émissions spéciales, un long métrage d'animation et 2 séries télévisées d'animés ont été produites durant la décennie. Un total de 150 millions de poneys ont été vendus dans les années 80. Aujourd'hui, Ma Petite Pouliche a totalement dépassé les limites du genre avec une communauté de garçons hipsters qui adorent les jouets. Ils s'appellent eux-mêmes les Brownies et il existe des vidéos virales d'eux chérissant leurs chevaux préférés. Les pouliches. Tu sais, pour moi, les pouliches, c'était plus les bonhommes à télé que les petites pouliches à laquelle on jouait. C'est sûr que j'en ai eu, là, mais tu sais, je les brossais, puis on faisait semblant de gambader, mais je disais, pas grand-chose à faire avec les pouliches, hein. Mais quand on était chanceux, ben, on en avait en cadeau, puis c'était des petites pouliches le fun, qui sentaient bonnes, puis qui avaient le petit gloss, là, des petits brillants qui venaient avec, là, mais sinon, là, les pouliches, pas grand-chose à faire avec ça, là. Puis moi, ben, les pouliches, c'était comme des Barbie, là. C'était vraiment des jouets de filles. Mes cousines avaient ça, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est les brownies. Je trouve ça, ouais. Ben c'est ça, hein, les brownies, les temps changent et ne se ressemblent pas. Hein. Dans mon temps, c'est les petites filles qui tripaient ses pouliches, puis les petits gars qui faisaient comme art. Puis à cette heure, ben, il y a des gars qui se rassemblent puis qui tripent ses pouliches. Les temps ont changé. 1981. He-Man and the Masters of the Universe. Existe-t-il une meilleure phrase des années 80 que « Je détiens la force toute puissante ». Les maîtres de l'univers dominaient le paysage avec ses personnages très colorés, étranges, hétéroclites, parfois bestiaux et parfois sombres.
avec ses décors uniques de science-fiction et de fantasy, remplis de nombreux véhicules, de créatures, de châteaux et d'ensembles de jeux. Tous les garçons des années 80 étaient sous le charme et sous l'emprise des maîtres de l'univers, moi inclus. La compagnie Mattel a conçu ces figurines pour rivaliser avec les figurines de Star Wars. Chaque personnage mesurait environ 13 cm de haut. Avec leur taille et leur musculature, ces figurines étaient les plus imposantes sur le marché. Le personnage principal de He-Man, aussi connu sous le nom de Musclor en France, était un mélange basé sur un guerrier viking et de Conan le barbare venu de l'espace. Mattel a depuis généré une variété de produits, notamment 6 lignes de figurines d'action, 4 séries télévisées d'animation, un film, ainsi que plusieurs séries de bandes dessinées sur DC Comics. Les Maîtres de l'Univers étaient la plus grande franchise de jouets sur le marché, vendant pour 39 millions de dollars la première année. Il surclassait même les jouets de Star Wars, mais il battait également l'autre grande star de Mattel, Barbie elle-même. Vers la fin des années 80, l'intérêt pour les Maîtres de l'Univers a commencé à décliner et la dernière vague de jouets fut lancée en 1987 aux États-Unis et en 1988 dans certaines régions de l'Europe. Aujourd'hui, la valeur de ces figurines et des ensembles de jeux venant des années 80 continue à monter. I will get you, Skeletor! He-Man, He-Man. Non, mais ça, sérieusement, là, je l'ai dit tantôt, là, c'était mes figurines préférées des années 80. Je ne sais pas pourquoi, mais la première fois que j'ai vu la pub de ça, là, parce que, tu sais, comme j'ai dit, ça a sorti en 1981. Moi, j'avais 9 ans quand ça a sorti. J'ai fait « Wow! » J'ai trippé pour vrai. Puis j'ai eu ça à Noël 1981. J'ai eu le château Grayskull avec 3 figurines. J'ai eu He-Man, Skeletor et Beastman. Puis ça a parti une folie. Puis tous mes chums après, on se sont mis à ramasser la collection. Puis ça a duré, pour moi en tout cas, là, jusque 6e année. Là. Puis je peux dire que maintenant, à l'âge que Patrick a, en 2023... il a pas mal toute la collection. Non, pas toute, non, pas du tout. T'en as beaucoup, Il y en avait, c'était une très grosse collection, mais j'en ai beaucoup, je suis satisfait. Non, il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Beaucoup d'origine, c'est ça qui est cool. Le château, le tigre, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas les rééditions, c'est vraiment d'origine. Et ce qui est plate là-dedans, c'est que j'avais déjà une bonne collection. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma mère s'en est débarrassée à un moment donné. Donc, je me suis reprocuré ces figurines, puis disons même que... prix. Ouais, c'est pas du tout le même prix. Il était pas donné déjà à l'époque. Mais à cette heure, c'est quelque chose. Fait que non, je les aime d'amour. Ils sont encore très hot, ces bonhommes-là, je trouve. Yeah! Et dans les mentions honorables, on peut pas passer à côté de Pac-Man et le Atari. Jem et le hologramme. G.I. Joe, le BMX, les Pound Puppies. Ça, c'est les piteux. Les piteux. Ben oui. T'en avais-tu? Non. Non. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont été créés en tant que bande dessinée par un artiste connu sous le nom de Peyo, mais avant 1981, la marchandise Schtroumpf se limitait à de petites figurines. Lorsque l'émission de dessin animé a débuté en 1981, cela a donné lieu à une avalanche de produits dérivés de Schtroumpf, notamment des jouets, des boîtes à lunch, des peluches et même des céréales. Plus de 300 millions de figurines de Schtroumpf ont été vendues au fil des ans. Ah, les Schtroumpfs. Moi, ma mère travaillait dans une librairie. Et puis, sur le comptoir, en tout cas, où les comptoirs, il y avait des villages de Schtroumpfs. Tu sais, les mini, là. J'en avais une couple, moi aussi, là. Ben, moi, j'ai mon souvenir de mon cousin JF, là. Dans sa chambre, on rentrait. Il avait reproduit le village des Schtroumpfs. Il y en avait, je vous jure, je pense qu'il y avait 200 Schtroumpfs avec toutes les petites maisons. Puis moi, je tripais pas Schtroumpfs, mais je tripais de voir ce que lui faisait avec ses Schtroumpfs. C'est impressionnant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages, puis qui faisaient toutes sortes de choses, là. C'était vraiment le fun à voir. Ouais, parce qu'il y avait pas juste la Schtroumpfette puis le grand Schtroumpf, là. Ouais. Glowworm ou Luminou. Sorti en 1982, ce doux petit ver, avec son visage endormi et son bonnet de nuit, a pris d'assaut le monde. Probablement l'un des jouets les plus mignons des années 80. Une petite créature qui brille chaleureusement lorsque tu la câlines et qui t'aide à dormir. Cela restera un souvenir éternel. Moi, là, mon Luminou, là, je l'ai aimé, mais je l'ai aimé comme
jusqu'à tard, là. C'est presque gênant de dire que j'ai dormi avec, je pense, au moins jusqu'à 14 ans, puis il allumait encore, là. Puis je me souviens de quand j'ai eu, puis je sais pas pourquoi ça m'a tant fait du bien, ce Moses de Luminou-là, mais je dormais avec, je le pesais, et sa petite face allumée, je l'ai vraiment aimé, mon Luminou, puis il a disparu. Oh. Disparu. Mais t'as des beaux souvenirs maintenant. Mais j'ai des beaux souvenirs. Il est dans ton cœur. 1980 et le Rubik's Cube. L'histoire étonnante d'un simple objet destiné à aider les étudiants en mathématiques et qui est ensuite devenu l'un des jouets les plus vendus des années 80. Le cube Rubik a été inventé en 1974 par un inventeur, architecte et professeur nommé Erno Rubik. La première version commerciale sortait en Hongrie et s'appela le Magic Cube. La compagnie Ideal Toys obtenait ensuite une licence, mais le lança sous le nom de Rubik's Cube en 1980. Ce petit cube coloré n'était pas réservé qu'aux nerds et les intellectuels, oh que non! On le trouvait sous chaque arbre de Noël. Non seulement c'était le jouet le plus vendu des années 80, mais en 2 ans seulement, plus de 100 millions de cubes sont vendus avec des recettes totalisant 250 millions de dollars. Solving in 3, 2, 1. Il reste un des jouets les plus vendus de tous les temps et les défis Cube Rubik existent encore aujourd'hui alors que les fans et les concurrents se disputent le temps le plus rapide pour résoudre ce fameux puzzle. Et oui, le Cube Rubik, le top des tops de ce palmarès. Ça a été tout un phénomène. Tout le monde avait un Cube Rubik. Moi, dans ma classe, on en avait tout un. J'en avais un, évidemment. Mais j'étais pas très très bon. J'étais pas le gars le plus mathématique. J'étais pas bon en maths. J'étais pas le plus intello. Je suis plus un artiste. Mais j'étais capable de me débrouiller un peu, là. J'en faisais... je m'en rappelle plus là, combien de faces, là. Mais... c'est ça, il y avait un gars dans notre classe qui était capable de le faire au complet. Mais on a maintenant, nous, notre Cube Rubik dans sa boîte d'origine. Puis c'est vraiment un du temps, là. C'est vraiment dans les premières éditions. Fait que toi, Audrey, t'étais-tu bonne? Moi aussi, j'en ai eu un Cube Rubik, puis je gossais avec, là, puis je pense que le plus que j'ai réussi à faire, c'est une face bleue, puis j'étais bien contente. La face bleue. Ben, je sais pas, elle était peut-être jaune ou rouge, là. Mais j'avais un cousin, par exemple, qui nous parlait ou pendant qu'il soupait, il jouait avec son Cube Rubik, ça prenait genre 3 minutes, puis il était fait. Moi, il me fascinait bien. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... j'ai jamais compris vraiment l'intérêt tant du Cube Rubik. Ben pour quelque chose qui était aussi mathématique, en tout cas, ça l'a fait probablement une génération d'intellos, de programmeurs, d'ingénieurs incroyables, qui viennent de la génération X. On est fiers de ça. Mais moi, en tout cas, je suis fier d'avoir ma boîte d'origine. Je pense qu'il va rester dans sa boîte, puis il est beau comme ça, là. Je le défie. Il est tout fait. Je vais pas le défaire. Ouais, c'est ça. Alors, gang, on espère que vous avez apprécié notre 2e épisode sur les jouets des années 80. Nous, en tout cas, on a adoré monter ça. Ça nous a rappelé toutes sortes de beaux souvenirs. Et puis, pour ma part, moi, c'est ça, j'ai grandi dans les années 80, évidemment. J'ai été au primaire au début des années 80. Dans le milieu des années 80, j'étais au secondaire. Et à la fin des années 80, j'étais un jeune adulte. Donc, j'ai eu les 3 étapes. Pour moi, les jouets, ça a été plus au tout début. Mais quand je suis rentré au secondaire, je jouais plus beaucoup aux jouets, évidemment, j'espère en tout cas. Puis j'écoutais encore beaucoup les bonhommes par contre. Fait que j'étais toujours au courant des nouveautés des jouets, que ce soit les Thundercats, les jouets Ghostbusters, les Fraggles, you name it. J'étais toujours à jour sur les bebelles du temps. Fait que ça a été le fun vraiment de faire la recherche puis voir tous ces beaux jouets-là qui ont marqué une génération. Comme j'ai dit au début, il y en avait vraiment beaucoup puis c'est sûr qu'on va vous en produire un autre ou plusieurs encore. Puis pour ma part, ben moi je suis née en 1980. Fait que j'ai passé les 9 premières années de ma vie dans les années 80. Fait que les jouets, je les ai tout eus. Puis si c'est pas moi qui les avais, ben j'avais un cousin, une cousine ou un ami qui l'avait. Fait que j'ai trippé à fond. Fait que j'espère que ça vous aura emmené plein de beaux souvenirs, que ça vous aura rappelé, des choses que peut-être vous aviez oubliées. Y a-t-il des jouets que vous avez trippé ou des jouets que vous auriez aimé avoir? Écrivez-nous ici, là, en dessous, là, dans les commentaires. On aime ça vous lire, puis ça va nous inspirer peut-être pour la prochaine épisode. Fait que lâchez-vous lousse, dites-nous qu'est-ce que vous avez aimé dans les jouets, qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé.
Go, on a hâte de vous lire! Partagez-nous vos souvenirs. Alors, sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Nous, on va prendre une petite pause. On va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et puis, on vous revient en janvier sans faute et en force. Alors, sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Take care. Joyeux Noël. Bonne année. Amusez-vous, gang! Rock on. Ciao!